Vous écoutez Seriland et tout au long du mois de juin, à l'occasion des 10 ans des rencontres de Fontainebleau, série, qui se déroule du 30 juin au 3 juillet, je vous propose de replonger dans les fictions françaises qui ont marqué cette décennie. 10 entretiens avec ceux qui ont fabriqué ces séries de qualité. Épisodes en huis clos, 35 épisodes dans l'intimité d'un cabinet de psy, des face-à-face entre Philippe Dayan, psychanalyste, et ses patients, un flic traumatisé par une scène de guerre au Bataclan en 2015, une chirurgienne, un couple en crise ou encore une ado sportive de haut niveau. À chacun son jour de consultation, et nous, devant l'écran, découvrant ces confessions, ces moments d'intimité, ces instants où parfois tout bascule, où les souvenirs remontent à la surface avec son lot de blessures. Nous, spectateurs de ces histoires au parfum d'universel. En thérapie sera un des immenses succès séries de 2021. Par son nombre de visionnages sur arte.tv et sur la chaîne, plus de 40 millions, par la qualité de ses interprètes, à commencer par Frédéric Pierrot dans le rôle du psy, par la qualité de la réalisation assurée en partie par Éric Toledano et Olivier Nakache, producteur de la série. Et puis, par la qualité de l'écriture, l'œuvre de David Elkaïm et Vincent Poimiro. Il fallait de l'audace et du talent pour adapter la version originale, la série israélienne Beauty Pool. Pari risqué, pari réussi. Vincent Poimiro a accepté de revenir sur cette aventure et sur les coulisses de la création de En Thérapie. L'écriture du premier personnage, ses scènes préférées, le travail d'écriture au fur et à mesure du tournage. Il nous offre ainsi son regard de scénariste sur les créations françaises et évoque son coup de cœur pour 2 séries, recommandées aussi par Seriland. Seriland, épisode 89. Bonjour Vincent Poimiro. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté de nouveau notre invitation. Vous étiez déjà venu dans Seriland nous raconter votre travail de scénariste pour la série En Thérapie. La série venait à peine d'être mise en ligne quand on s'était rencontrés. C'était sur le site d'Arte. 40 millions de visionnages plus tard, comment allez-vous ? Alors je vais même faire un tout petit peu d'autosatisfaction C'est plus collective. que 40. Je crois qu'on est au-delà de 45 maintenant, donc voilà. Mais ça va, c'est évidemment, on peut pas, je ne sais pas si on peut rêver autre chose quand on s'investit dans un projet et qu'on, en plus, sur un sujet et des événements qui nous ont marqués et qu'on a envie que le projet est fait pour échanger avec ses contemporains là-dessus, et que la réception est aussi énorme, évidemment, je ne vois pas ce qu'on peut espérer de plus. Donc pour nous, c'est un immense bonheur. Je parle de nous, de tout le monde. Oui, de toute l'équipe. Y compris Eric Olivier, voilà. Et pour David et moi, et notre équipe aussi de scénaristes, évidemment, c'est un bonheur à G continu, on va dire, comme ça. On se shoot un peu à ça, quoi. C'est vrai, vous y pensez encore aujourd'hui, quelques mois plus tard ? Moi, ça m'aide à me lever le matin, oui. C'est vrai. Évidemment. Et est-ce que vous arrivez à expliquer ce succès, inédit d'ailleurs pour Arte aussi ? C'est très difficile à dire. Je pense que c'est une rencontre entre, je pense, cette forme dont on avait parlé, inventée par Haggai Levy, est tellement... Le créateur de Beauty Pool, la série originale. Est tellement singulière, et en même temps est tellement géniale dans sa simplicité évidente. Et elle propose tellement aussi aux spectateurs une espèce de jeu comme ça, de positionnement de spectateur qui est celui qui est le plus conscient de tout à partir du moment où il a compris qu'il se passe des choses aussi dans la tête du psy, etc. Donc il y a cette forme-là, je pense qu'elle est plaisante, elle est parlante, elle est humaine. Et puis évidemment, il y a probablement aussi le sujet dont on part, c'est-à-dire les attentats de novembre 2015, et au finish, aussi peut-être le contexte qui résonne avec la crise qu'on vient de traverser. Bref, il y a un enchaînement de choses. Je pense qu'il n'y a pas une cause pour quelque chose. C'était la bonne rencontre, en fait. Voilà, la bonne rencontre entre votre création et le public. C'est le moment. Ouais. Voilà. Alors, je précise simplement, parce que c'est vrai qu'on parle des attentats, là, depuis quelques minutes. C'est le décor, je dirais, de cette réflexion que vous avez menée pour la série. Mais les attentats ne sont pas prégnants d'une façon ou d'une autre à tous les épisodes. Je dis ça pour ne pas effrayer ceux qui n'auraient pas encore vu la série, qui ne voudraient pas se replonger dans ce trauma collectif. Vous parlez d'un trauma collectif. En l'occurrence, là, c'est les attentats. Dans une autre saison, ça pourrait être la crise sanitaire, etc. Hein. L'idée, c'est juste de raconter comment on vit collectivement, parce que finalement, ça finit par faire groupe. Tous ces gens qui, sans se rencontrer,
se croisent dans le cabinet et puis surtout résonnent avec les questions d'un psychanalyste qui lui est le protagoniste principal de la série et qui est à ce titre-là une image de nous-mêmes dans notre vie à nous, confrontés à nos questions sur notre métier, notre engagement dans le monde, notre famille, les liens entre le monde extérieur et notre intimité, etc. Toutes ces questions-là, évidemment, sont maximisées par la crise que vit ce petit collectif représentatif de la société française, de Paris, etc., après les attentats. Mais évidemment, on n'est pas dans les attentats. Après, et probablement tout le jeu aussi du spectateur, c'est de s'apercevoir à quel point, finalement, on vit des choses collectivement dont on pense qu'elles nous changent à jamais. Et puis, petit à petit, la vie reprend ses droits. C'est ça, ouais. Pour le meilleur et pour le pire, on redevient nous-mêmes, on va dire. Oui. Et tout ça est intégré, encore une fois, pour le meilleur et pour le pire, dans ce qu'on peut appeler la répétition névrotique ou le cours de notre vie, même parfois même à l'envers, puisqu'on a cette jeune fille nous, dans la série, cette adolescente qui au début est tellement prise dans son drame personnel, qui est propre de l'adolescence, mais aussi de quand on vit des choses très difficiles, que même dans ces mots, les attentats sont dans un écho très très lointain, et qui petit à petit, elle, à l'inverse, quand elle va grandir et dépasser ses propres problèmes intimes, ouvrir les yeux et, au contraire, elle, à la fin de la série, s'apercevoir qu'il y a eu un énorme événement autour d'elle et en recevoir l'émotion, on va dire. Donc ça vaut dans les deux sens. Je m'en veux de me laisser aller comme ça. J'arrive pas à me retenir. Puis maintenant que j'ai commencé, je suis pas sûre de pouvoir m'arrêter. Faites-vous confiance, là, vous pouvez y aller, vous avez de la marge. Tout ce que vous ressentez à sa place ici, je vous l'ai dit déjà souvent. Il y a toujours un moment où on passe un cap, où on s'autorise. Vous venez de dire le mot émotion, qui est pour moi le leitmotiv de cette série. Émotion au sens où on est bouleversé, alors, et parfois on sourit aussi, hein, mais c'est ce bouleversement-là intime que nous offre En Thérapie, qui est très rare dans les séries aujourd'hui, parce que vraiment, moi j'ai eu l'impression d'être un peu aussi sur ce canapé de psy, quelque part. Alors peut-être que le sujet, encore une fois, parce que ce n'est pas non plus une série sur la psychanalyse, hein. Oui. C'est une série vraiment sur comment on vit tous ensemble avec des problématiques communes et se dépliant et se feuilletant jusqu'au plus intime. C'est une série sur le rapport qu'il y a entre le monde extérieur et notre intimité, on va dire. D'ailleurs, quand vous avez découvert la série israélienne avec David El-Kaïm, est-ce que tout de suite, tous les deux, vous vous êtes dit qu'il fallait l'adapter pour la France, qu'il y avait vraiment un créneau à prendre pour la France? Qu'est-ce qui vous a séduit dans cette série? C'est compliqué à dire dans la mesure où, en fait, je pense qu'avec notre œil un tout petit peu déformé ou exercé, je ne sais pas comment il faut le dire, de raconteur d'histoire, ouais. On a bien vu à quel point cette forme était réellement hyper juste pour justement scanner l'état d'une société. Et dans ce cas-là, la société israélienne contemporaine. Partageant suffisamment de points communs, c'est-à-dire justement la psychanalyse, le rapport à l'inconscient, le trouble entre le politique et l'intime, etc. On s'est dit que ça serait super de le faire chez nous. Après, encore une fois, au début, quand la série, on l'a découverte, de toute façon, on savait qu'il n'y avait aucune chance qu'une telle série puisse être commandée par un diffuseur français. Alors là, et c'était il y a combien de temps? Parce qu'il faut préciser la série. Il y a 10 ans. Voilà, c'est ça. C'était il y a 10 ans. Il y a 10 ans que vous découvrez la série, que vous dites, voilà, on aimerait bien l'adapter pour la France, mais ça ne fonctionnera pas. Dans votre tête, vous vous dites, ça n'arrivera jamais. On aimerait bien, juste, on voit bien que cette forme, elle est formidable et que nous, en tant que raconteurs d'histoire, on se coulerait bien dedans, pourquoi pas. Mais on s'autorise même pas à penser que c'est possible une seconde. D'ailleurs, c'est possible à quel moment? On a eu la proposition, peu de temps après le succès de la série américaine, de la version américaine. On avait rencontré une productrice qui avait, à ce moment-là, qui n'était pas donc Les Filles du Poisson, Laetitia Yael. C'était une autre productrice qui avait dû, à ce moment-là, essayer d'avoir les droits israéliens, qui nous l'avait proposé. Et on avait pris un café, on avait parlé, on avait trouvé ça très intéressant. Et puis, on n'avait plus jamais eu de nouvelles d'elle. C'est-à-dire que, voilà, je pense que le projet, elle a dû taper à 3 portes et se rendre compte que personne n'en voulait. En fait. Mais alors, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ça a fonctionné? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un s'est dit, oui, c'est le moment, on peut le faire en France? Je pense, alors, il y a plusieurs choses.
nous, et ça faisait partie très tôt des discussions avec Olivier Nakache et Eric Toledano sur le projet, quand ils sont venus nous voir pour réfléchir dessus. Nous, on s'est aperçu que c'était le moyen de parler Des justement attentats. du collectif et de comment on était re-questionné sur nous en tant que société. La société existe, hein, contrairement à ce qu'a dit une première Oui. ministre britannique dans les années 80. Elle existe vraiment. Et elle existe comme l'ensemble des gens qui respirent et qui vivent et qui s'accrochent à agir dedans, on va dire. Et on s'est dit, voilà, c'est à partir du moment où c'était, pour nous en tant que créateurs, il y avait une vraie pertinence à ça, et donc ça rendait le projet non pas juste possible, mais pertinent et urgent. Et je pense qu'ensuite, en 10 ans, ce qui a changé, c'est que le monde de la diffusion et donc de la production sérielle a ouvert énormément de possibilités, et même si la France a pris quand même pas mal de retard là-dessus, ça avance quand même beaucoup. Et donc, il y a le champ de la diffusion s'est élargi, beaucoup plus de possibilités. Et dernière chose, il y a l'évolution d'Arte et son courage éditorial, et aussi le fait que Arte maintenant est en train de devenir une plateforme, en fait. Complètement. Et donc voilà. D'ailleurs, il diffuse Beauty Pool en ce moment. Vous pouvez le revoir sur arte.tv, la série israélienne qu'on n'avait pas vue encore. Absolument, oui, que moi j'avais vue. Voilà, que vous avez vu sans doute à l'étranger, voilà. Et là, elle est diffusée maintenant sur arte.tv, qui devient effectivement une plateforme en tant que telle. Devient une plateforme, et donc les modes de diffusion sont changés. Et du coup, en cours de fabrication même de la série, la question c'était plus quelle case, est-ce que le jeudi, etc., qui était essentiel jusqu'à très très peu. Bien sûr. Mais maintenant, le fait que l'offre de plateforme existe et soit repérée, et d'ailleurs élargisse aussi le public, etc., permet d'inventer d'autres façons de diffuser. Et donc quelque part, on a un peu de relativiser cette question des cases, en fait. Et donc ça change beaucoup de choses. Voilà. Tout ça explique pourquoi finalement c'est devenu possible, le projet est devenu possible 10 ans plus tard, là où il n'était pas il y a 10 ans, c'est clair. Alors, quand vous avez commencé à travailler à l'adaptation de cette série avec David El-Kaïm, est-ce que vous vous souvenez de la première scène que vous écrivez, ou du premier personnage dont vous vous emparez ? On a tout de suite, évidemment, réfléchi à comment notre psy serait pas le même. Si vous voulez, bon, déjà, cette question de l'émotion dont vous parlez tout à l'heure, je rebondis dessus. Pour nous, elle est primordiale tout le temps, en fait. Qu'on fasse en thérapie, qu'on fasse une série pour Netflix ou d'ailleurs pour la télévision suisse. Enfin, je parle de projet qui arrive là comme ça. La question de l'adresse au spectateur et de la fraternisation au bout du spectateur avec les personnages, elle est première. Donc pour nous, le but, c'était évidemment d'utiliser ce véhicule formidable dans thérapie, et l'idée de l'adaptation, c'était justement de partir non pas dans on prend un cadre, on le déplace et on voit comment ça rentre, et puis on peut limer les bords pour que ça passe. Oui. C'était d'avoir justement une boussole nous permettant d'arbitrer les choix, notamment d'ailleurs sur le fait qu'il y avait des choses qu'on devait changer et d'autres non. Comment adapter une série si réussie et si brillante dans son concept sans risquer de l'abîmer, on va dire. D'être infidèle en tout cas à ce qu'elle est dès le départ. En tout cas, d'être infidèle sur l'esprit. Oui. Donc, il faut juste la boussole. Et donc, à partir du moment où on avait cette idée que c'est en France aujourd'hui, mais pas n'importe quand, juste après les attentats, les attaques de Paris, les attentats du Bataclan, etc., à 2 pas du Bataclan, finalement, la boussole, elle devient presque logique, en fait. Tout en découle. Et aussi que, en fait, les patients qui vont se retrouver ne sont pas juste un prétexte à parler des attentats, mais à parler collectivement de qui on est. Et donc, il faut que le monde rentre. Donc voilà, ça nous donnait qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il faut garder. Oui. Et donc, évidemment, le premier personnage sur lequel on s'est dit qu'il y avait du travail, qu'on ne pouvait absolument pas le garder, comme dans la série originale, c'était le psy. Non, alors le psy, évidemment. Pardon, oui, le psy, ça, c'est une question de... Après, on a trouvé quelle est l'histoire spécifique de la psychanalyse en France, pourquoi Dayan aussi porte une autre mémoire que celle de la psychanalyse, celle aussi d'une forme d'émigration et de diversité culturelle, qui va se... et tout ça, est le vrai personnage à repenser comme modèle, et voir ensuite comment les autres bougeaient par rapport à ça, c'était Adel Chiban, c'est-à-dire c'était le flic.
Joué par on ne pouvait Reda pas Kateb. utiliser Ouais. On ne pouvait pas utiliser le même imaginaire que celui qui est aux Bien États-Unis ou en Israël, du militaire qui a bombardé par erreur, etc. Donc, parce que, justement, on s'est aperçu qu'au centre de ce qui fait la spécificité de la société française, cette figure du policier, donc des forces de l'ordre, était paradigmatique et c'était celle qui était inadaptable ou qui ne pouvait pas accepter l'imaginaire plutôt guerrier, de force qu'on trouve et en Israël et aux États-Unis pour tout plein à de fait. raisons. Ouais, ouais. Et que donc, pour nous, un militaire pilote d'avion ne peut pas être un héros national. Voilà. Et donc, en fait, et là, la réponse était évidente. Nos héros malheureux, on les avait, en partant du Bataclan, c'était les policiers, c'était les gens de la BRI, qui, eux, au contraire, sont des héros qui, en fait, arrivent toujours déjà trop tard. C'est-à-dire, voilà. Et à partir de là, on pouvait partir d'un imaginaire centré de la France, dans le rapport malheureux aussi qu'ont les gens qui tentent de faire régner l'ordre avec la société elle-même. Voilà, complexe, ambigu, toujours déjà culpabilisé. Et par ailleurs, en faisant lui-même un policier issu avec des origines d'Afrique du Nord, qui est pareil hyper cohérent dans la sociologie. On pouvait raconter aussi le trouble de l'après 13 novembre dans une partie de la société française et dans toute la société, puisque nous, on part du principe que Adel ne porte pas la mémoire juste de l'Algérie, il porte la mémoire de la France, puisque Exactement. à partir du moment où cet imaginaire concerne une grande partie, pour plein de raisons historiques, de gens qui sont français, elle nous concerne à tous, en fait. Il y a des règles? Pardon? Un protocole d'action? Ah non, pas a priori. Mais on va en discuter ensemble. Genre ici, le client est roi, quoi. Vous savez, les rois en France, on leur coupe la tête. C'est une blague de psy, ça? Voilà. Quand je vous entends parler avec autant de passion de tous ces personnages, et à commencer par celui incarné par Reda Kateb, qui est absolument génial dans la série, est-ce que tous ces personnages, ils sont encore en vous? Est-ce qu'ils viennent un peu vous voir la nuit, notamment, vous hanter un peu? Ou ça y est, vous avez lâché l'affaire? Encore une fois, c'est le génie de Haggai, enfin, en tout cas sa grande pertinence conceptuelle, d'avoir trouvé comment... Par ailleurs, évidemment, on va pas nier le fait que Philippe Dayan, homme d'une cinquantaine d'années, remettant en question un peu la pertinence de tout son parcours et de ce qu'il fait dans le monde, il nous ressemble un peu. Enfin, moi, il me ressemble. Il fait écho à votre histoire aussi. Ouais. Et on vit aussi d'ailleurs cette question. Moi, je suis père. Les troubles des ados, des jeunes adultes d'aujourd'hui rentrant dans le monde me visitent encore tous les jours, on va dire. Les questions de pertinence, de qu'est-ce qu'on fait, pourquoi est-ce qu'on met autant d'énergie à bâtir une espèce de machine à raconter des histoires aujourd'hui dans le monde. Est-ce que c'est vraiment le plus important? Voilà. Ouais. Donc, les questions qui agitent les personnages, et en particulier Philippe Dayan, moi, continuent à me perturber, tous les jours, je pense. Dans un contexte positif, je dirais, c'est perturbé au bon sens. C'est-à-dire que ça vous permet de vous poser des questions existentielles. À m'aiguillonner, on va dire. Aiguillonner, c'est joli. Après la boussole, vous voyez, on reste dans tout ça. Si vous deviez garder une scène emblématique de cette première saison, laquelle vous garderiez? Alors, moi, j'en citerai deux. Une, j'ai pas cité Alexandre Manville, Pauline Guéna et Nassim Méter qui ont écrit. Qui sont les autres nous. scénaristes avec qui vous avez travaillé? Notamment Pauline qui a travaillé sur le personnage d'Adel Chiban. Moi, je pense qu'il y a quand même un moment tellement troublant pour moi quand Adel Chiban essaie de faire comprendre à Dayan, alors il n'y a pas à tort ou à raison, qu'il a bien compris à quel point toutes ces problématiques étaient enracinées psychologiquement, mais que lui ne se voit pas que comme un sujet psychologique. Il pense qu'il a un destin historique, on va dire. Et ce moment-là, si troublant, si bouleversant et si malaisant, parce qu'il me renvoie moi-même et il nous renvoie tous beaucoup de questions, savoir qui on est. Et voilà, dans le monde d'aujourd'hui, ce conflit entre savoir si c'est l'intime qui nous porte, ou si, hélas, de plus en plus, l'histoire avec un grand H est en train de revenir, ou avec sa grande H, comme disait l'autre, est en train de revenir, et donc d'avoir barre sur nous. Pour moi, c'est une question vraiment... Bon, voilà, ça, pour être sérieux. Et après, moi, il y a une autre scène que j'adore, parce qu'en fait, c'est une scène qu'on a réinventée de la série originale. C'est quand Dayan arrive chez sa psy avec la langue de bœuf dans
dans sa voilà, et qui ça pour moi, voilà, un moment de bonheur d'écriture et de on se dit putain, il va oser faire ça, on se dit, il va oser, et par ailleurs, il va raconter ses recettes de famille de langue de bœuf, mais quand même, il va voir sa contrôleuse et il débarque et lui demande de mettre au frigo une langue de bœuf. Voilà. C'est vrai que j'avais pas fait attention au symbole que ça représentait, la langue de bœuf. Vous voyez, en me le disant comme ça me donne envie de re-regarder la série. J'explique juste le contexte. En fait, on a un patient par jour, lundi, mardi, mercredi, jeudi, et le vendredi, en fait, c'est Philippe Dayan qui est le psy, qui va voir sa psy. Qui va voir sa psy, voilà, et donc qui arrive avec ses courses notamment et sa langue de bœuf. Ils ont un conflit énorme, évidemment, tout du long, mais ils ont un passif aussi, et donc à un moment, plus ou moins consciemment, parce que lui, il en joue. Les psys sont probablement les pires patients, on va dire comme ça, les pires analysants. Il débarque chez elle et par hasard, il est passé au marché et il a eu envie d'acheter une langue de bœuf qu'il lui demande de mettre au frigo. Voilà. Je suis désolé, je suis passé au marché, j'ai pas eu le temps avant. Pas de problème, hein. Ça t'embêterait de mettre ça au frais? T'as un frigo ici? Oui, il est petit, mais il y a de la place. Bon, parce que je voudrais pas que ça se perde, c'est une langue de bœuf. De la langue... langue? C'est ça, oui, de bœuf. Est-ce que vous avez écrit au fur et à mesure du tournage de la série, ou réécrit peut-être en fonction des comédiens et des comédiennes qui avaient été choisis, ou tout était déjà très établi dès le départ, dès le premier jour de tournage? Alors, c'est les deux. Et je pense d'ailleurs une des grandes qualités de la série, moi je dirais, voilà, on ne peut pas être juge, et collectivement, je parle au nom de tout le monde là, de si ce qu'on a fait c'est bien. En tout cas, ça s'est bricolé pour être cohérent. C'est-à-dire que le plus important pour moi, c'est pas qu'on fasse un incroyable travail et puis ensuite on s'en va et ensuite et vous laissez réals arrivent, les autres faire. Oui. En fait, le vrai truc, c'est la cohérence. Et je pense que si la série, en tout cas, a une chance de pouvoir impacter les spectateurs, c'est aussi parce qu'il y a eu cette transmission. Et donc, finalement, Éric et Olivier ont eu énormément de respect pour notre travail, énormément de gourmandise, mais aussi parce que Mathieu Vadepied, qui a fait la direction artistique, a justement permis, lui, de fédérer et de suivre ce collectif de réalisateurs, etc. Et parce que Alexandre Manville, qui est donc un de nos scénaristes sur la série, lui a accompagné la prépa et le tournage, c'est-à-dire qu'il était là pour parler avec les comédiens, parler avec les réalisateurs, et parler beaucoup avec Mathieu Vadepied, pour aider à comprendre déjà comment tout est construit en actes, pour bien maintenir la logique du récit. C'est raconté comme ça, donc ça doit être raconté comme ça aussi, avec les moyens esthétiques qu'amènent tout le monde et les comédiens, etc. À faire les lectures avec les comédiens, éventuellement à raccourcir, à modifier en respectant l'architecture d'ensemble et l'esprit. Voilà. Je pense que cette cohérence-là, et même si, encore une fois, on ne l'a pas préfigurée, elle s'est un peu bricolée au fur et à mesure, mais vraiment, chacun a été pragmatique pour se rendre compte de ce dont le projet avait besoin. Je pense que c'est cette cohérence-là, c'est ça qui garantit à un moment donné, non pas que ça va cartonner, mais au moins que la proposition est cohérente et que donc le spectateur peut la recevoir dans les meilleures conditions, je dirais. Alors, vous avez vu les comédiens aussi évoluer au cours du tournage. Est-ce qu'il y en a un qui vous a étonné en particulier, ou une, où vous l'avez vu aussi grandir, je dirais, à travers ces quelques jours de tournage? C'est toujours bouleversant de voir une jeune comédienne comme Céleste Brunkel brusquement prendre à bras le corps un personnage et l'amener aussi loin, de manière aussi vive, aussi surprenante. Bon, et tous, Pio Marmaille est absolument incroyable d'aisance et il incarne comme ça une espèce de Parisien un peu comme ça bio et en même temps un peu bourru. Voilà, une sociologie comme ça. Tous, alors voilà, je veux pas. En fait, tous sont bon. Reda Kateb, que dire? Oui. Moi, après, j'ai été cueilli, mais vraiment cueilli émotionnellement par Clémence Poésy. Voilà, là pour le coup, c'est une question de vraiment purement subjectivité d'auteur. Mais je crois qu'on l'a tous eu en tant que spectateur aussi. C'est pour ça que je me permets de vous poser la question. C'est-à-dire qu'il y a l'épisode où elle est seule et où elle parle. En fait, au départ, elle vient avec Pio Marmaille, qui est son mari. Elle se retrouve toute seule. Voilà, il y a un couple en crise. Et elle se retrouve toute seule, c'est effectivement, le seul moment devant. Où dans le couple, elle va être seule dans ce couple qui se déchire, et où là, brusquement, le personnage révèle des failles absolument insondables, qui ne guériront pas, on va dire, qui est aussi un moment bouleversant sur le personnage. Mais j'ai trouvé, on va dire, la maîtrise, le centrage, le sérieux, le professionnalisme sensible de Clémence Poésy à ce moment-là m'a réellement cueilli.
Et ça faisait, c'est hyper, pareil, agréable, gratifiant de voir une comédienne faire le boulot de manière aussi brillante avec quelque chose qu'on a écrit. Du coup, même on se trouve meilleur que probablement ce qu'on est quand c'est pris en charge comme ça. Voilà, c'est pour le coup, ça c'est très subjectif, mais vraiment, c'est une de mes grandes émotions de spectateur dans la série. Comment est-ce que vous pourriez vous caractériser la patiente que vous êtes? Chiante, abusive, insupportable. Et si vous pouviez changer, quelle patiente vous aimeriez être? Ah bah peut-être que c'est vous que j'aimerais changer. Me changer comment? Je sais pas. Plus Brad Pitt. Bon, vous m'en demandez beaucoup, mais ça me va. Alors, ça serait quoi la réaction du docteur Brad Pitt si vous arriviez en avance à Ah, une mais séance? qui vous dit que je le verrai pour une thérapie? Vous nous racontiez tout à l'heure à quel point cette série est arrivée sans doute au bon moment et avait sans doute été gratifiée par l'audace d'Arte qui a accepté de faire ce projet et de le mettre sur sa plateforme avant une mise à l'antenne. Quel regard vous portez justement sur l'évolution de la création en France ces 10 dernières années? Ce qui est formidable, c'est que ça bouge et ça vient d'en bas. Ça veut dire quoi, ça vient d'en bas? Ça vient d'en bas, ça veut dire que, on va pas se mentir, hein, je pense qu'il y a encore une dizaine d'années, pour je dirais, allez, je m'identifie, un adolescent de province qui aime avoir toutes ces émotions qu'il découvre à la télé, au cinéma, dans la littérature, etc., etc. Se projeter socialement comme je serais scénariste, c'était une blague en fait. Parce que d'abord, personne ne savait, ou c'était très compliqué de savoir Comment? ce que c'est que le travail d'un scénariste. Et comment on devient alors, scénariste? il y a cette idée un peu très héritée donc, du 19e siècle à la française de l'art. Voilà, cette idée qu'en gros on tourne comme ça. Et le jour où donc, voilà, j'ai commencé à voir des gens dans les soirées hors sérail qui disaient « Ah mais vous voulez dire que ce que disent les acteurs, c'est vous qui l'écrivez ?» Je dis, ben oui, c'est ça. Ah d'accord. Ah oui. Ah, c'est ça votre mais métier? c'est étonnant, mais pourquoi on parle si peu de vous alors? Bon. Donc je pense que ça c'est en train de bouger et donc du coup l'imaginaire aussi sériel ayant mis en avant comme ça justement ça veut pas dire mettre en arrière la créativité des autres, hein. Encore une fois, c'est pas histoire de c'est juste d'ouvrir et d'éveiller à la diversité des apports esthétiques, engagés, amoureux et en même temps techniques que c'est une production audiovisuelle, que les ados ont commencé à s'imaginer en tant que scénariste, ou voire, pourquoi pas, créateur de séries. Donc du coup, ça fait que les gens intelligents, talentueux, qui ont une ambition certaine aussi, ils viennent à ça maintenant. Là où, évidemment, il y a encore 10 ans, la seule solution pour avoir un tout petit peu d'apport artistique un peu écouté sur un projet du visuel, il fallait être réalisateur, en fait. Ouais. Mais voilà, donc c'est devenu... Donc ça bouge parce qu'il y a de plus en plus de gens extrêmement talentueux et plein de désirs qui viennent, et on les voit à la Fémis où j'enseigne, voilà, qui viennent frapper à la porte et qui viennent apporter leurs désirs et leur créativité, etc. Donc forcément, par la base, ça pousse comme ça. Voilà, je pense que c'est ça qui donne de l'espoir aussi pour que les choses évoluent dans notre champ global sur l'idée de comment on va travailler. On va continuer à travailler tous ensemble dans les 10, 20, 30 prochaines années. Voilà. Mais oui, parce qu'il y a plein de projets qui arrivent pour vous. Mais je voudrais juste faire un petit pas en arrière encore, même avant le début de En Thérapie, parce que vous êtes... avec David El-Kaïm, aussi à l'origine d'une autre série qui a été diffusée également sur Arte et qui aurait largement eu sa place dans notre sélection des séries les plus marquantes de cette décennie. Ainsi soit-il, le parcours de 5 jeunes hommes de nos jours qui vont entrer au séminaire des Capucins à Paris et qui sont destinés à devenir prêtres. Je trouvais qu'en fait, il y avait des points communs entre Ainsi soit-il et En Thérapie finalement, parce que ce qui vous intéresse, vous parliez de fraternité tout à l'heure, mais c'est aussi l'âme humaine. C'est ce qui se passe en chacun de nous et quelle destinée... à quelle destinée on est voué, non? Alors, oui, évidemment. Après, la spiritualité n'est pas, pour moi, le centre de Ainsi soit-il. C'est la question de l'engagement, en fait. Oui, c'est ça, c'est l'engagement, bien sûr. Et évidemment, qu'est-ce que ça coûte humainement de trouver un canal institutionnel, l'Église étant un paradigme ultra conflictuel qu'on l'a choisi, pour donner un sens à sa vie et au monde. Oui, évidemment. David et moi, je pense qu'on est très, très sensibles à l'idée de ce que c'est qu'une communauté humaine
et à ce qui la constitue et à comment elle s'arrange, elle s'organise, soit pour fabriquer du pouvoir, soit pour fabriquer au contraire du désir, de la grandir en commun, etc. Voilà, c'est des questions qui nous titillent énormément. Évidemment. Alors, est-ce que c'est ces questions-là qui vous titillent aussi pour les projets qui sont en cours d'écriture ? Je crois que vous aviez une série en développement pour Netflix. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ou pas du tout ? Oui, c'est une adaptation, c'est annoncé, de roman d'Arlan Coben qui s'appelle Disparu à jamais. Et alors, sur la diffusion, ça devrait être dans l'été, on va dire. D'accord. Voilà, ça va arriver très vite. Ça va arriver assez vite. D'accord. Ça va arriver assez vite, oui. Et il y a d'autres projets alors, vous tout seul ou encore avec votre acolyte David Elkane ? Avec David, on a un projet de série qui s'appelle La chance de ta vie, qu'on a développé et accompagné à l'écriture, et au tournage, etc. aussi. Enfin, on a assuré une forme d'accompagnement artistique jusqu'au bout avec le reste de l'équipe, réal, comédien, etc. Qui s'appelle La chance de ta vie, qui est une série de comédie un peu satirique sur le monde de l'argent, comme ça. Et qui sera destiné pour quel... Alors pour l'instant, ça sera diffusé, je pense, à l'automne sur la télévision suisse. On espère que... d'accord, c'est pour la Suisse pour l'instant. Voilà, d'accord. on espère que ça va être acheté par un diffuseur français, sachant qu'il sera au festival Série à Fontainebleau. La première sera, l'avant-première mondiale, on va dire, sera à Série à Fontainebleau. Je crois que c'est le 1er ou le 2 juillet. Voilà. On va découvrir ça. Alors effectivement, Fontainebleau qui fête ses 10 ans, c'est pour ça qu'on vous pose toutes ces questions sur une décennie de création française. Et c'est la question la plus difficile qui arrive, Vincent Poix-Mirault. Quelle est la série française qui vous a marqué ces dernières années ? C'est une question extrêmement difficile. Alors déjà, je vais devoir mettre de côté le village français. Je n'en parlerai pas parce que ça serait évidemment trop évident, au point où cette série est emblématique pour nous tous. Et pionnière, et voilà, à tous les endroits, y compris sur sa forme un peu drama, les personnages au long cours, etc. Bon, j'en parlerai pas. Alors je vous coupe, juste pour rappeler aux gens qui nous écoutent qu'on a réalisé un entretien avec Philippe Tribois, qui est le réalisateur d'Un village français, que vous pouvez évidemment réécouter sur toutes les plateformes de podcast. Voilà, série créée par Frédéric Crévin. Frédéric Crévin et Emmanuel Dossé à la production. Absolument. Voilà, bon, donc on laisse tomber Un village français. Pas, mais je sois clair que si je n'en parle pas, c'est parce que c'est la référence. C'est presque pas la peine. Mais voilà. Non, alors je vais être un tout petit peu. Bon, je vais en citer 2. Oui. Et je vais dire pourquoi, en fait, finalement, je parle de séries qui semblent modestes, mais parce que pour moi, elles sont emblématiques, justement, en France, de la liberté qu'il y a dans des endroits où, justement, on fait des séries et qui permet d'avoir une vraie attention à l'écriture et aux personnages, là où, parfois, dans des projets soi-disant ciblés plus grand public ou ou alors sur des on va dire des chaînes payantes, où il y a un côté un peu plus aussi haut de gamme, soi-disant. Voilà, il y a peut-être parfois, ça peut arriver, une déperdition de. Donc je voulais parler d'Irresponsable. J'ai un gamin de 16 ans, j'ai aucune autorité sur lui, je sais plus quoi en foutre. T'es relou. Ok. Tu peux être professionnel au moins une fois, s'il te plaît ? Putain. Vous êtes vraiment des gros gamins, en fait. Oui. Magnifique série à voir sur OCS. Je suis bien d'accord avec vous. Qui est une série extrêmement sensible sur la paternité. Voilà, sur la paternité et sur la modernité de la paternité. Complètement. C'est l'histoire d'un père de 30 ans dépressif qui se retrouve à revenir vivre en banlieue parisienne chez sa mère et qui s'aperçoit à cette occasion-là, en fait, qu'il a un fils de 15 ans, en fait. Voilà. Et donc, cette espèce de relation absolument délicieuse, très drôle, absurde et tellement émouvante aussi, entre un grand ado qui n'a pas grandi et un ado normal qui vont s'éduquer l'un l'autre, on va dire, quelque part comme ça. Exactement. Ça, c'est une chose portée par Sébastien Chassagne. Voilà, vraiment, allez voir cette série. On est bien d'accord. Et donc la deuxième. Et la deuxième, je dirais, c'est Parlement. Mais voilà. Vous savez qu'on vous aime beaucoup, Vincent Poix-Mirault, mais alors là, on vous adore. Évidemment, Parlement avec Xavier Lacaille. Tout voilà à fait. Un endroit. Finalement, qui est pas une série à très très gros budget, mais voilà, avec à la fois une écriture incroyable, une réalisation, une interprétation de Xavier Lacaille, formidable. Lacaille, Émilie Noblet à la réalisation, et puis Noé Debré pour la création. Pour la création. Voilà des objets, pareil, qui sont formellement modestes, etc., mais qui sont tellement bien écrits, tellement bien pensés, conçus, avec un esprit comme ça. D'ailleurs, la comédie, dans les deux cas, mais ce sont on pourrait appeler des réussites mineures, mais il n'y a pas de réussite mineure. Ce sont des réussites majeures dans un champ
qui est encore un peu mais voilà que moi j'ai envie de mettre en avant, parce que là c'est l'écriture et la cohérence aussi esthétique générale du projet qui en font des réussites incontestables, sans qu'on ait besoin de dire bon, pour une série française c'est pas mal. C'est vrai, c'est vraiment très bien. Tout à Parlement et Irresponsable, il n'y a pas besoin de les catégoriser comme séries françaises pour dire que ce sont de très bonnes séries. Voilà, c'est ça qui est important pour moi. Alors, Irresponsable est à voir sur OCS et Parlement est toujours disponible sur France.tv. La saison 2 est attendue dans les mois prochains. Le tournage va débuter dans quelques jours. Quant à En Thérapie, Vincent Poirot, c'est toujours disponible sur Arte.tv avec peut-être 50 millions de visionnages à la fin de l'été. Je vous le souhaite infiniment. Merci beaucoup. On attend vos séries aussi sur Netflix et donc sur le réseau suisse en espérant que ça arrive très vite en France. Merci beaucoup pour cet entretien. Infiniment. Merci. Au revoir. Tout au long du mois de juin, Seriland se met à l'heure de Série, les rencontres de Fontainebleau qui fêtent leurs 10 ans d'existence. Du 30 juin au 3 juillet sont prévues des projections, des masterclass et des rencontres avec celles et ceux qui font les séries. Toutes les informations sont disponibles sur le site seriesérie.fr. Quant à nous, on se retrouve dans un prochain épisode de Seriland pour un nouvel entretien autour d'une série française qui a marqué cette décennie. Seriland est un podcast d'Europe 1 Studio, produit par Timothée Magot, réalisé par Christophe Pierrot, préparé en coulisses par Magali Buteau, Clémence Olivier et Salomé Journeau.